Moi, je vais plus être dans le contrôle de mes émotions. Ça va être compliqué. Je vais mettre mes émotions dans une boîte que je regarderai plus tard. Je me sentais qu'ils m'emparaient et me mangeaient. C'était des traumas familiales. Ça arrivait assez tôt, je sais pas, quand je devais avoir 6 ans, 7 ans. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission Le Canap. Aujourd'hui, nous recevons Alice et nous allons évoquer un concept spécifique à l'émotique qui est directement en lien avec les traumatismes. Je vous laisse regarder l'interview d'Alice. C'est parti. Bonjour Alice. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous évoquer les difficultés que tu peux avoir avec tes émotions? Est-ce qu'il y a parfois des moments où elles te font souffrir? Est-ce qu'il y a des moments où parfois aussi tu sais pas forcément quoi en faire et ça peut t'arriver d'avoir certains comportements pour gérer tout ça? Moi, je vais plus être dans le contrôle de mes émotions, justement. Avant, justement, j'avais un peu de mal à gérer ou à les comprendre. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de techniques, on va dire. Maintenant, je vais plus... en fait, je vais gérer de deux manières. Soit je vais mettre mes émotions dans une boîte que je regarderai plus tard. Et après, quand j'ai le temps, je vais me mettre à écrire. Ou sinon, si j'en ai l'occasion, parce que j'en sais rien, je suis chez moi et que mon environnement me le permet, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. J'écris beaucoup. Donc je mets mes émotions dans l'écriture et je mets tout ce qui me passe par la tête. Et le côté boîte, c'est plus... quand je suis dans un environnement où je peux pas me permettre de les exprimer tout de suite. Et après, ça dépend des personnes que j'ai en face. Par exemple, quand je suis avec des personnes que je connais bien, qui font partie de mon cercle, je peux les exprimer. Donc je vais aussi être dans la grande communication, on va dire. Parfois, je vais peut-être même en faire un peu trop pour certains. Mais du coup, je vais essayer en fait d'encadrer en fonction de l'environnement social et le contexte dans lequel je suis. Alors Alice fait partie des personnes qui utilisent une stratégie au sujet de ses émotions. Ce qui est vraiment frappant chez Alice, c'est la qualité de sa stratégie. Effectivement, déjà, elle a la capacité, apparemment bien maîtrisée, de contrôler son émotion, la mettre carrément dans une boîte. Et ensuite, elle va utiliser l'écriture. Donc, elle a même trouvé ce qu'on appelle un exutoire, en quelque sorte, pour justement canaliser son mécanisme émotionnel. Cette stratégie est particulièrement affûtée. À quel moment tu as commencé à trouver... agréable ou positif ou même utile, je sais pas, d'écrire et notamment au sujet de ce que tu vivais à l'intérieur en termes émotionnels? J'écris depuis que je suis en primaire. J'ai commencé à avoir un journal intime, je crois, quand j'ai appris à écrire. Donc j'écrivais déjà un peu comme ça, mais en grandissant, je l'ai fait de plus en plus et j'avais mis un peu ça de côté, je sais plus, quand j'ai commencé à venir... quand j'ai commencé à être indépendante, je sais plus, donc quand j'ai commencé à avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Et là, j'ai repris il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Et je le fais de manière beaucoup plus active parce que j'ai compris que j'arrivais plus facilement justement à transposer, on va dire, à comprendre et contrôler ça parce que même parfois, justement, ça me permet de pouvoir relire ce que j'ai écrit et de comprendre et d'analyser certaines choses. Effectivement, on constate que pour Alice, cette stratégie a commencé très tôt. Elle a très rapidement identifié l'utilité de l'écriture. Et ce qui est extraordinaire, et c'est probablement ça qui justement a permis à cette stratégie d'être aussi affûtée aujourd'hui, c'est qu'elle l'a continué, réexercée et surtout elle y voit une profonde utilité. Dès que la stratégie est particulièrement validée en termes d'utilité, c'est-à-dire d'efficacité, et plus automatiquement elle va être ajustée et affûtée par le cerveau. Peut-être il y a un moment de ta vie où justement ça a été vraiment très très utile. Peut-être qu'il y en a un qui peut te venir en tête, je sais pas. Oui, il y a beaucoup de moments. Là, aujourd'hui, je vais directement penser à une relation que j'ai eue où justement j'avais besoin d'écrire, c'était vraiment vital pour me permettre de prendre du recul quand j'étais dans des émotions très fortes pour qu'après je puisse reparler de ce que j'ai écrit et à cette personne-là justement. Ça me permettait ok, je vais mettre ma colère, ma frustration, ma tristesse. J'écris, je vois ce que j'ai fait, je fais ok, là je me rends compte que par exemple ça et ça c'était peut-être un peu abusé ou que j'étais peut-être trop dans l'émotion et ça permet de prendre le recul et après pouvoir engendrer la discussion qui est derrière. Oui, ça arrivait plein de fois où je me rendais compte que c'était vraiment vital, j'avais besoin d'avoir cette écriture-là. L'écriture est devenue quelque chose de vital pour Alice. C'est devenu quelque chose de tellement essentiel pour son équilibre qu'elle utilise le mot besoin. En réalité, il n'y a
que quelques besoins, hein, dormir, manger, respirer, essentiels, mais pour elle, c'est devenu tellement fondamental pour son équilibre émotionnel qu'elle le qualifie de besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, elle le rend particulièrement efficace et profitable surtout à partir du moment où elle l'utilise pour prendre du recul et donc eh bien, apporter un nouvel équilibre dans sa manière de vivre ses émotions. Il se passe quoi dans ta tête avant que tu écrives? Alors, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai encore un peu de mal à comprendre réellement. Je pense que c'était un trop plein d'émotions que j'arrivais pas à comprendre, à exprimer. Je pense que c'était vraiment, tu vois comment dire, je décrirais ça comme une espèce de boule assez forte qui, je me sentais qui m'emparait et me mangeait. Je sais pas trop comment décrire ça. Et qui partait un peu dans tous les sens et j'avais besoin de mettre un cadre autour de ça et de comprendre. Et donc je faisais ce que je fais depuis longtemps, poser des mots directement dessus et écrire. Et quand j'écrivais, justement à l'époque j'écrivais quand j'étais plus jeune dans les carnets, mais je me rendais compte en fait, que je mettrais trop de temps. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à passer sur l'écriture sur mon ordinateur. Comme ça me permettait vraiment de dérouler exactement tout ce qui se passait directement dans mon cerveau. Et donc c'était beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui encore, je continue d'écrire. Par exemple, quand je sens qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'exprimer, mais que je ne peux pas, là je pense encore à cette personne, par exemple, où je suis dans un processus où j'écris des lettres qui font 10 pages pour justement pouvoir dire ok, là je vais mettre ça. Mais j'ai du mal à comprendre un peu ce qui se passe dans les moments où je ressens que c'est vraiment vital. C'est juste une espèce de machin qui me mange et que je dois encadrer. Nous sommes entrés grâce à Alice dans le monde de l'irrationnel, la deuxième réalité dont on prend vraiment compte en émotique. On le voit grâce à l'expression « boule qui me mange ». Effectivement, on remarque l'intensité de l'émotion et à ce moment-là, cette intensité est telle que ça devient quelque chose de ressenti physiologiquement et traduit par le cerveau dans une métaphore. Cette métaphore ne sert pas uniquement à nous exprimer ce qu'elle ressent. Elle revit vraiment ça dans son quotidien. Cette sensation d'être mangée, c'est pour elle une seconde réalité. Cette boule qui te mange, la première fois ou les moments où ça a commencé à arriver dans ta vie, c'est à quelle époque environ? Primaire. C'était en primaire, je pense. Ça arrivait assez tôt, je sais pas, quand je devais avoir 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc la question là a pour but effectivement de mettre une date, de recaler dans le temps la concomitance entre l'apparition de cette sensation particulière, de cette boule qui mange, et évidemment les événements qui probablement peuvent être en lien. Comment tu t'en es aperçu de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être quand on est en train d'en parler qui fait écho, qui résonne en toi, une situation peut-être, un événement qui justement est plus ou moins en lien avec cette sensation d'être mangé? Je pense à des situations, mais j'arriverai pas à me dire à quel moment je l'ai conscientisé. Je pense que c'est juste que j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette image qui était là. Enfin, soit c'est une boule qui me mange ou juste j'ai toujours fonctionné, je pense, un peu en métaphore et en image. Enfin, de me sentir de me faire dévorer ou que je me noie, ce genre de choses. Ce qui est très classique et que souvent les patients nous disent, c'est cette impression que ça a toujours été là. Et ça, c'est caractéristique justement de quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années et auquel finalement on s'habitue. La première situation qui te vient en tête, qui fait écho à ça? J'ai pas trop envie d'en parler parce que c'était des traumas familiales. Ouais. Mais c'était des événements familiaux que j'ai pu vivre. J'ai posé la question pour aller un petit peu plus loin. Alice nous dévoile pas exactement ce qu'elle a vécu et bien sûr nous sommes dans une interview à l'extérieur et ce n'est pas le but. Mais par contre vous pouvez voir à quel point la personne a tout de suite connecté entre cette sensation d'être mangée et ce qu'elle a vécu dans sa famille. Donc effectivement, on remarque immédiatement que lorsqu'elle le dit, il y a un petit tremblement dans sa gorge, donc elle est tout de suite reliée au mécanisme émotionnel et c'est ça qu'on recherche en émotique. C'est ce qu'on appelle la résonance traumatique. En émotique, ensuite, en séance, on va accompagner la personne à désactiver cette résonance, c'est-à-dire effectivement à relire les événements qui se sont produits à cette époque, de telle sorte à offrir au cerveau la possibilité d'en déduire de nouvelles interprétations, de nouvelles
conclusions qui vont justement détacher la personne de cet espace de son passé. Ok, je comprends. Effectivement, là, on est juste sur une interview. On ne va pas dévoiler des choses qui font partie du domaine personnel, mais simplement, en tout cas, tu nous confirmes que c'est bien un moment où il y a une forme de trauma, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un moment de forme de trauma, ouais. Donc simplement, je demande la confirmation. Effectivement, vous avez pu en avoir l'exemple de la manière dont ça a été organisé dans son esprit. Et aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, par rapport à ce trauma, t'en es où? Ça va, parce que je suis une psychothérapie depuis un moment. Donc ça va, je suis OK en fait avec tout ce qui s'est passé. J'avance bien. Je sais que forcément ça a des impacts sur ma vie aujourd'hui et j'apprends de mieux en mieux à les gérer. Mais en fait, sur ça, franchement, ça va. Alice nous confirme qu'elle a trouvé un équilibre dans cette manière de vivre. Évidemment, dans le cas particulier de l'émotique, on pourrait lui proposer de découvrir ce que peut apporter la désactivation de la résonance traumatique. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, abonnez-vous à la chaîne YouTube, continuez de nous suivre également sur nos autres réseaux sociaux et vous pourrez apprendre et découvrir de quelle manière justement le cerveau peut changer par rapport à ce qui nous est arrivé. C'est super, je te remercie vraiment de ce témoignage. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.